Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. C'est fabuleux de vous voir si nombreux réunis ici ce matin. Et aussi, bienvenue à celles et ceux qui nous suivent en ligne sur la plateforme Hope. Il faut dire que la cause est belle et même essentielle. Il s'agit de la protection et de la sauvegarde des enfants du monde entier. Je m'appelle Frédérique Bedos, je suis journaliste, je suis aussi la fondatrice de l'ONG d'information Le Projet Imagine. Et en tant que maîtresse de cérémonie, eh bien, j'ai le grand honneur, le privilège de vous accompagner tout au long de cette grande journée événement. Nous sommes ensemble jusqu'à environ 19 h et le programme que nous vous proposons est absolument, vraiment très riche. Il va s'articuler autour de 5 temps forts. Une plénière d'ouverture autour du défi de la pauvreté en France, éclairée par les résultats de la grande consultation nationale 2023-2024 des 6-18 ans. Une plénière internationale que nous avons intitulée « Surmonter la pauvreté, une mission mondiale ». Et vous serez ensuite invités à participer à des ateliers. Et plus tard, dans l'après-midi, nous aurons droit à une belle plénière de clôture dont le titre est enthousiasmant à souhait « Youth is Hope ». Et enfin, nous terminerons de manière festive avec la finale de notre concours d'éloquence et un formidable concert de clôture avec les artistes Gauvin Serre et Eddie Depréto. Quel programme, hein ? Au menu de l'information, bien sûr, des données, des faits concrets pour mieux comprendre les enjeux et identifier les actions à mettre en œuvre pour progresser sur la cause infantile. De l'émotion aussi, bien sûr, avec notamment des témoignages de jeunes très engagés venus du monde entier. Une cinquantaine d'intervenants, des experts, des acteurs de terrain, mais aussi des artistes, ainsi que des personnalités de premier plan telles que l'écrivain et académicien Éric Orsena, nous font l'honneur de leur participation et nous leur en sommes évidemment très reconnaissants. Nous bénéficierons également de la présence exceptionnelle du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, M. Paul Christophe, ainsi que celle du rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, Olivier de Scutter. Je pense que ça s'applaudit. Parce que tout au long de cette journée, nous allons nous pencher sur la situation des enfants au niveau national, mais aussi international. Nos échanges seront bilingues, nous jonglerons entre le français et l'anglais, et une traduction en simultané sera toujours accessible directement sur les écrans. Pour donner le coup d'envoi de notre Forum Hope, je vous prie, mesdames et messieurs, d'accueillir chaleureusement la présidente de l'UNICEF France, madame Adeline Hazan. Chère Adeline, venez me rejoindre. Voilà, vous êtes ici chez vous pour ce matin. Donc, chère Adeline, dans un instant, vous allez nous parler plus en détail de l'importance de ce Forum Hope. Mais tout d'abord, pour ouvrir ce forum, nous avons des invités dont vous teniez à saluer la présence. Absolument. Oh, un micro. Un micro main, s'il vous plaît. Voilà, Lison qui nous amène en direct un micro. Voilà. Merci Frédéric. Je voulais tout d'abord évidemment souhaiter la bienvenue à Monsieur le ministre des Solidarités. Nous tenions vraiment, Monsieur le ministre, à ce que vous puissiez ouvrir ce grand moment, ce forum Hope, pour toutes les questions qui vont être débattues. Vous les avez entendues dans la bouche de Frédéric Bedos et qui font partie justement de votre portefeuille. Et je sais, pour avoir assisté à une réunion avec vous il y a quelques jours déjà, à quel point toutes ces questions vous occupent et à quel point vous y êtes sensible. Je voulais bien sûr également remercier Madame Sybille Veil qui nous accueille dans cette magnifique maison. Et c'est vrai que pour nous, c'est une possibilité extraordinaire. Donc, merci, chère Sybille Veil. Je voulais évidemment remercier l'orchestre qui nous donne un avant-goût assez court, mais ça n'est pas fini, justement, de ces prestations qui vont avoir lieu non seulement aujourd'hui, mais finalement toute la semaine, toute cette semaine de la célébration de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc merci à vous, c'était très important de commencer en musique puisque ce forum s'appelle Hope. Hope, c'est l'espoir, et dans l'espoir, il y a forcément la musique. On est tout à fait d'accord. C'est vrai que c'était une introduction vraiment majestueuse.
Mesdames et messieurs, elle est ici chez elle et nous allons lui offrir notre plus bel accueil. Voici celle qui dirige cette grande maison, la présidente de Radio France, Madame Sybille Veil. Bonjour, chère Sybille. Vous pouvez aller au pupitre si vous préférez. Vous préférez faire ici? Ah bah très bien, ça fonctionne. Bonjour à tous. Alors je me réjouis beaucoup de vous accueillir, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente. Je suis très fière et heureuse de vous accueillir tous pour ce 60e anniversaire de l'UNICEF, ce forum Hope by UNICEF. Comme ça a été dit, c'est une histoire longue qui nous unit, puisque les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France sont partenaires de l'UNICEF depuis 2007. Et vous avez pu l'entendre, c'est avec beaucoup de bonheur qu'ils accompagnent cette cause qui n'est pas n'importe laquelle. Je pense que parmi toutes les causes, celle de l'enfance est une des plus vitales, une des plus essentielles. Et on est heureux de pouvoir mettre la force de la musique au service de cet enjeu très important. La musique, vous le savez tous, a une force émotionnelle qui fait que c'est un langage universel, qui transcende les différences, qui parle au cœur, qui donne espoir et surtout qui permet de faire entendre les paroles des plus vulnérables. Et pour nous, c'est très important de faire en sorte que cette musique, on puisse la mettre au service de grandes causes. Et c'est une union entre la culture, la solidarité, qui fait aussi écho aux missions de cette maison, qui est une maison qui est là pour être en solidarité, éduquer, soutenir. Et donc c'est une manière pour nous d'y contribuer et de mettre toute la puissance de cette formation musicale d'exception, toute la puissance de la musique au service des enfants, au service de l'UNICEF. Et donc je me réjouis beaucoup qu'on soit là à vos côtés pour cette semaine qui va être absolument magique. Il y a plusieurs concerts qui sont prévus. Vous en avez eu un avant-goût ce matin et j'espère que ça sera pour le plus grand bonheur de chacun d'entre vous et que ça permettra d'aider aussi à mobiliser, à encourager, parce qu'il faut se mobiliser pour une cause aussi forte et c'est ce que nous essayons de faire au travers de la musique. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir choisi Radio France pour cet événement et je vous souhaite à tous une excellente journée et une très bonne semaine ici auprès de nous dans cette maison de l'art et de la musique pour une des plus grandes causes qui soit. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci Sybille Veil. Merci pour vos mots et surtout pour ce soutien si précieux et si fidèle à l'UNICEF. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons le grand plaisir d'accueillir le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Accueillons Monsieur Paul Christophe. Bonjour. Bonjour, Monsieur le ministre. Je vous propose de vous installer au pupitre et nous vous écoutons. Madame la présidente de l'UNICEF France, mesdames et messieurs les membres d'UNICEF France, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs les bénévoles, bonjour à toutes et à tous. L'histoire des droits des enfants est marquée par des textes fondateurs, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant, signée par les Nations Unies en 1989. Je souhaitais repartir de ce texte, car en novembre 2014, il y a exactement 10 ans, pour les 25 ans de ce texte, les Nations Unies ont rappelé les mots de Nelson Mandela. Rien ne révèle mieux l'âme d'une société que la façon dont elle traite ses enfants. Aujourd'hui, la question que nous nous posons est de savoir comment la société française traite ses enfants. Comment remédier aux difficultés et aux sentiments d'exclusion qui expriment certains enfants qui vivent en France. Comment élaborer des politiques publiques qui les soutiennent et les accompagnent efficacement. Comment sensibiliser, enfin, le monde économique, culturel et la société dans son ensemble pour que la précarité et l'exclusion des enfants soient combattues sur tous les fronts, dans un mouvement massif et à la hauteur de leurs droits et de leurs droits fondamentaux. Rien ne révèle mieux l'âme d'une société que la façon dont elle traite ses enfants. Et la consultation nationale des 6-18 ans lancée cette année
contient des chiffres qui m'ont interpellé. Car si j'ai déjà pu accéder à quelques résultats, je n'en citerai que 2. Près de 23% des enfants interrogés subissent des privations alimentaires. 30% ont déjà subi des violences verbales de la part d'enfants ou d'adultes et des violences physiques de la part d'autres enfants ou adolescents. Ces chiffres montrent 2 choses, la précarité alimentaire et le manque de protection. On sait aussi qu'elles entraînent plus facilement un risque d'exclusion sociale. Il est essentiel que les enfants de notre pays aient l'occasion de s'exprimer à ce sujet, et je voudrais saluer la démarche qui est à l'origine de cette consultation nationale. Les pouvoirs publics doivent être conscients des résultats et des chiffres qui seront présentés tout à l'heure. Et nos enfants ont besoin de voir que leurs paroles, leurs avis et leurs ressentis comptent. Les politiques publiques que nous menons aux ministères sociaux émanent souvent de concertations, vous en êtes le témoin, et nous nous efforçons de faire en présence des personnes concernées. Nous avons eu d'ailleurs l'occasion de mesurer la force du témoignage des personnes concernées lors de la réunion de la semaine dernière, à laquelle vous faisiez allusion, organisée au ministère autour du bilan du pacte des solidarités, dans lequel figurent des mesures d'accompagnement des enfants mal logés. J'ai bien noté, Madame la Présidente, toutes les propositions et recommandations de l'UNICEF pour lutter contre la précarité infantile. Les politiques publiques en cours apportent déjà un certain nombre de solutions. Il me semble utile ici de vous les rappeler. En effet, le pacte des solidarités est structuré autour de 4 axes, dont le premier est prévenir la pauvreté et lutter contre les inégalités dès l'enfance. C'est une réponse d'investissement social, et j'y tiens sur ce mot investissement, en réponse au constat de carence, de précarité formulé par les enfants qui ont été consultés. Il s'appuie en particulier sur la refondation de la politique d'accueil du jeune enfant avec la création du service public de la petite enfance qui va bénéficier de moyens importants à compter du 1er janvier 2025. Car pour lutter contre le sentiment d'exclusion et l'exclusion réelle des enfants, nous devons agir dès leur plus jeune âge et agir aux côtés de leurs parents. Je défends résolument le financement de ce service public de la petite enfance et j'insiste sur son importance primordiale depuis plus d'1 mois auprès des parlementaires dans le cadre des discussions à l'Assemblée nationale et en ce moment même au Sénat au sujet du projet de loi de finances de la sécurité sociale. J'explique aux députés et aux sénateurs que nous devons investir dans notre modèle de protection sociale et dans notre avenir. Et la première chose que je leur dis, c'est que notre avenir, ce sont nos enfants. Nous avons donc besoin d'un service public qui offre aux parents un choix plus diversifié du mode de garde et qui offre aux enfants un accueil leur garantissant sécurité et bien-être. Pour fournir des résultats satisfaisants, ce service public doit être au plus près des territoires, au plus près de la vie des Français et de leurs enfants. Je suis un élu local dans le Nord et je sais à quel point nos politiques sociales doivent être portées à l'échelle des territoires. À partir du 1er janvier, les communes seront ainsi dotées d'une nouvelle autorité leur permettant de recenser l'offre disponible pour la petite enfance et elles disposeront de nouveaux outils pour assurer la qualité de l'accueil du jeune enfant. Les lieux d'accueil, vous le savez, sont les premiers lieux de la vie, les premiers de la socialisation et ils doivent les protéger. Sur les modes de garde toujours, je porte une attention particulière aux familles monoparentales dont la charge revient le plus souvent à la femme. Car si nous parlons des enfants aujourd'hui, je veux aussi souligner le rôle essentiel des mères, qui sont confrontées aux charges domestiques, qui ne baissent jamais les bras pour leurs enfants et qui doivent parfois sacrifier leur travail. Les familles monoparentales sont ainsi plus exposées que les autres au risque de précarité et d'exclusion. Nous devons les soutenir. J'ai donc proposé aux parlementaires une réforme du complément versé à ces familles pour la garde de leurs enfants. Avec un investissement de 600 millions d'euros en année pleine, il pourra aller jusqu'aux 12 ans de l'enfant au lieu de 6 ans actuellement. Il convient également de citer, pour prévenir la précarisation des familles monoparentales, la généralisation de l'intermédiation des pensions alimentaires depuis mars 2022, la revalorisation de l'allocation de soutien familial, l'ASF, en 2022, ainsi que la majoration du RSA pour des jeunes parents isolés jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Investir dans notre avenir, pour nos enfants, c'est aussi veiller à ce qu'ils aient au quotidien une bonne alimentation. 23% des enfants consultés, il faut le redire, subissent des privations alimentaires. Cela ne peut pas durer. Parmi les différents dispositifs de lutte contre la précarité alimentaire des enfants, j'ai souhaité pérenniser le programme expérimental Urgence Premier Pas, qui permet de s'assurer sur les structures de l'aide alimentaire qu'elles aient ce qu'il faut pour que les enfants, en termes de nourriture pour bébés et d'hygiène infantile. L'État devra investir 6 millions d'euros supplémentaires pour soutenir chaque année ce programme dans la durée. Dans la même logique, j'ai décidé d'aller plus loin que ce qui était prévu au sujet de la tarification de la cantine dite à 1 euro.
Ce dispositif, qui concerne plutôt les communes rurales, fonctionne bien et j'ai proposé une augmentation de ces crédits à hauteur de 35 millions d'euros. Mais toutes ces actions, ces convictions, ne se feraient pas sans le reste de l'équipe gouvernementale. Donc c'est bien un travail d'équipe, notamment avec la ministre Agnès Canayer, et l'énergie déployée par notre gouvernement en faveur des enfants n'a pas vocation à se limiter à la France. La ministre était ce mois-ci à Bogota, en Colombie, pour représenter la France au premier sommet mondial contre les violences faites aux enfants, organisé conjointement par la Colombie, la Suède, l'OMS et avec le soutien de l'UNICEF. Elle a renouvelé l'adhésion de la France à l'Alliance des pays pionniers de la lutte contre les violences faites aux enfants et y a réaffirmé la nécessité de protéger les enfants dans les conflits armés. À l'échelle nationale, elle a exprimé notre volonté de mieux sensibiliser et former les professionnels au repérage et au signalement des violences faites aux enfants. Si ce sommet mondial était une première, le forum qui s'ouvre ce matin l'est aussi. Et avec sa grande visibilité, il offre un moyen efficace de nourrir le changement social de fond que j'appelais tout à l'heure. Je voudrais donc pour finir remercier les équipes de Radio France pour leur accueil, remercier toutes les personnes, et elles sont nombreuses, qui sont investies dans la préparation de ce forum, remercier les bénévoles, les ambassadeurs et tous les enfants et les jeunes qui sont présents aujourd'hui. Je ressens très nettement le sens du travail d'équipe, de solidarité, d'entraide et de bienveillance qui doit nous permettre de progresser en tant que société et qui doit même faire grandir l'âme de notre société en protégeant ses plus jeunes citoyennes et citoyens. Vous savez que je vais devoir m'absenter pour participer au lancement de la campagne de collecte des Restos du Cœur, un autre pilier important de notre politique de protection sociale qui fait écho à mes propos sur l'enfance. Mais vous pouvez compter sur moi. Je serai très attentif à vos travaux. Je n'ai pas l'habitude de baisser les bras. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Adli Lazan a un présent pour vous. J'ai un cadeau, Monsieur le Ministre, pour vous. C'est la consultation nationale. Vous avez déjà eu les principaux enseignements, mais là, vous avez l'intégralité dans cette plaquette et vous avez même droit à 2 exemplaires. J'en ferai bon usage. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Merci à très beaucoup. Bientôt. Une consultation nationale, évidemment, que nous allons découvrir plus en détail ensemble tout au long de cette journée. Alors, plongeons maintenant dans le monde de l'UNICEF. Et pour cela, eh bien, nous vous proposons de découvrir le film signature de cette toute première édition du Forum international de l'enfance. On regarde. En 1946, comme une réponse à l'horreur, une graine est plantée. Une graine d'espoir pour porter l'évidence. Cette graine a un nom, UNICEF. Une graine qui va s'appuyer sur 3 valeurs essentielles: soutenir, aider et accompagner les milliers d'orphelins et d'enfants victimes de la guerre. Avec les années, cette graine est devenue un arbre fort et résilient, permettant à ses branches et à ses racines de s'étendre dans plus de 190 pays et territoires pour garantir à chaque enfant de survivre, s'épanouir et réaliser son potentiel. Face à la pauvreté qui ne cesse de croître, au changement climatique, aux conflits qui se multiplient, l'UNICEF est un arbre qui résiste. Et la France est une importante racine de cet arbre. Une racine pour agir, pour prendre conscience. Ici aussi, il faut sans cesse protéger, s'engager. Pour qu'une graine pousse ici, il faut aussi la planter là. Oui, en France. Depuis plus de 60 ans, l'UNICEF France améliore durablement la situation des enfants en collectant des fonds pour soutenir nos programmes dans le monde. Nos missions sont nombreuses. Nous représentons. Nous mettons tout en œuvre pour permettre à chacun d'être informé et de comprendre la situation. Nous collectons. Pour continuer à faire croître l'arbre, sans moyens financiers, rien n'est possible. Nous protégeons. Nous menons des actions de plaidoyer pour s'assurer du respect des droits de l'enfant en France et à l'international. Nous sensibilisons. Nous concevons des supports pédagogiques et nous menons des actions pour l'éducation et la formation. Et nous mobilisons. En accompagnant les adultes, mais aussi les enfants en tant qu'acteurs du changement. L'UNICEF France, avec ses 450 000 donateurs, 5 000 adhérents, 150 entreprises engagées et ses nombreuses institutions et associations partenaires, est une forêt de solidarité
un relais d'espérance. C'est grâce à la mobilisation de tous que notre arbre puise les ressources dont il a besoin pour lui permettre de faire face aux vents contraires et aux tempêtes mondiales. En regardant vers l'avenir, l'UNICEF continue de grandir, de planter de nouvelles graines et de se renforcer face aux défis du monde, ici en France et partout ailleurs. En poussant toujours plus haut vers la lumière, notre arbre devient espoir et assure un avenir où chaque enfant peut s'épanouir pleinement. UNICEF pour chaque enfant. Voilà, un très très beau film réalisé spécialement pour cette édition du Forum Hope. Chère Adeline, je vous propose de vous installer au pupitre, car c'est à votre tour de nous faire part de votre vision concernant cette grande journée événement. On peut applaudir à nouveau la présidente de l'UNICEF France, Madame Adeline Hazan. Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher Frédéric. Merci à Monsieur le ministre de nous avoir fait l'honneur d'ouvrir ce forum à la veille de la Journée des droits de l'enfance. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un triple anniversaire, celui des 100 ans de la première déclaration en faveur des droits de l'enfant, celui du 35e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, et aussi, comme l'a montré ce film, et c'est très important, le 60e anniversaire du Comité français de l'UNICEF, c'est nous. Voilà. Alors, permettez-moi de revenir très rapidement sur ces trois dates clés. En 1924, la Déclaration des droits de l'enfant, dite Déclaration de Genève, reconnaissait pour la première fois, c'était vraiment le premier texte, que les enfants ont des droits spécifiques en raison de leur vulnérabilité et de leurs besoins de protection. Donc c'était vraiment la première fois qu'un texte parlait des droits des enfants. En 1946, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, était créé, vous le savez, pour la plupart, pour répondre aux besoins des enfants qui avaient été touchés par la Seconde Guerre mondiale. Et le 20 novembre 1989, après des années et des années de travail, il y a exactement 35 ans, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait un traité, cette fois un traité international, qui depuis constitue vraiment le socle de notre mandat. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant, dite CIDE. Alors, effectivement, ce texte, il représente vraiment un tournant historique dans la reconnaissance des droits de l'enfant à l'échelle mondiale. Et pourquoi est-ce que c'est un tournant historique? Parce que même si d'autres textes étaient intervenus, c'est la première fois qu'un texte reconnaît aux enfants la qualité de sujet de droit. Il affirme que chaque enfant mérite à la fois protection, dignité et aussi, et c'est très important, la possibilité de réaliser son potentiel. Il affirme également qu'il a le droit d'être écouté et de participer, c'est fondamental, on y reviendra, à l'élaboration des décisions qui le concernent. Alors, autant d'anniversaires qui nous obligent, c'est certain, mais non seulement ils nous obligent, ces anniversaires, mais surtout, et c'est pour ça que nous sommes là essentiellement, ils nous rappellent que la reconnaissance de ces droits, elle est encore récente et surtout qu'il y a beaucoup de chemin encore à parcourir pour que ces droits, au-delà de leur reconnaissance formelle, ils deviennent réalité. Et nous ne devons pas, parce que nous commémorons ces trois dates, nous ne devons pas oublier le chemin extrêmement important qui reste devant nous. Alors, je veux commencer par rendre hommage à toutes les personnes qui se sont engagées à nos côtés depuis 6 décennies, ça fait longtemps, ces personnes sont nombreuses, en faveur des droits de l'enfant. Car ensemble, nous avons contribué à faire entendre la voix des enfants, nous avons contribué à promouvoir leurs droits, particulièrement la voix et les droits des plus vulnérables d'entre eux, et surtout à protéger chaque enfant parce que
Le credo, c'est qu'un enfant est un enfant et qu'un enfant vaut un enfant, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa région d'origine, sa religion, sa famille. C'est pourquoi je veux saluer le travail formidable des équipes du siège de l'UNICEF France, des bénévoles et des partenaires qui, jour après jour, se mobilisent sans relâche. Et puis évidemment aussi, j'y reviendrai, de nos collègues internationaux de l'UNICEF. Alors, nous avons souhaité nommer ce forum Hope. Pourquoi Hope ? Parce que justement, ce réseau que nous formons ici, et évidemment au-delà, ce croisement de compétences qui le composent, c'est justement l'affirmation des mêmes valeurs qui nous unissent, que nous portons, et c'est surtout l'espoir d'un monde meilleur pour les enfants dans le monde et en France. Alors aussi, pourquoi avoir choisi le thème de la pauvreté pour cette première édition du Forum Hope ? Eh bien parce que, nous le savons, l'objectif de développement durable numéro 1, qui vise justement à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, eh bien nous savons que malheureusement il ne sera pas atteint en 2030. Ça n'est plus la peine de le croire. C'était prévu pour 2030, ça ne sera pas atteint pour 2030. Or justement, ce sont les enfants eux-mêmes qui en subissent les conséquences les plus sévères. Et ce sera les enfants eux-mêmes qui subiront les conséquences les plus sévères de ce report de l'objectif de développement durable. Un ou deux chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais un ou deux chiffres qui font froid dans le dos, je trouve. Dans le monde, ce sont environ 333 millions d'enfants, c'est-à-dire un enfant sur 6, qui vivent dans une situation d'extrême pauvreté. Et en France, ce sont 3 millions d'enfants, c'est-à-dire un enfant sur 5, qui vivent, non pas extrême pauvreté, mais sous le seuil de pauvreté, ce qui est déjà terrible. La pauvreté des enfants, c'est un défi mondial qui nécessite une action à la fois déterminée, mais surtout, j'y reviendrai, collective. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Parce que cette action, elle se joue en France, elle se joue dans chacun des pays et elle se joue aussi, bien sûr, à l'échelle globale. Et ce n'est qu'en nous mobilisant tous ensemble, gouvernement, organisations, secteur privé, secteur public et bien sûr société civile, que nous pourrons bâtir un avenir pour ces enfants et un avenir où la pauvreté infantile sera enfin totalement éradiquée. À ce titre, d'ailleurs, nous avons une inquiétude, j'imagine que vous la partagez, une inquiétude sur les coupes budgétaires qui ont été annoncées par le gouvernement en faveur de l'aide publique au développement. Alors, les plénières sur la pauvreté en France et dans le monde, ainsi que les ateliers sur le rôle des villes, sur le secteur privé ou sur le secteur associatif, mais aussi la participation tout au long de la journée d'artistes, on a commencé à le voir, d'ambassadeurs et de personnalités engagées aux côtés de l'UNICEF, eh bien, ces interventions, elles mettront toutes en lumière le même message, le message que nous voulons faire passer aujourd'hui, c'est-à-dire que le défi d'un monde plus juste, c'est l'affaire de tous. Ça n'est pas seulement l'affaire des gouvernements, des associations, des organismes non gouvernementaux, c'est vraiment l'affaire de tous. Nous avons voulu également souligner l'importance de la participation des enfants et des jeunes. C'est ce que vous verrez notamment grâce à la mobilisation exceptionnelle de jeunes ambassadeurs et activistes de l'UNICEF dans le monde, et merci à eux de se joindre à nous aujourd'hui. Nous les avons vus, nous, hier après-midi. Vous verrez qu'ils sont absolument formidables. C'est aussi le sens du concours d'éloquence, dont la finale se déroulera ici, en fin d'après-midi, afin de laisser la place aux artistes qui nous font l'honneur de leur mobilisation pour une célébration plus festive. Vous vous demandez peut-être pourquoi un concours d'éloquence, j'y reviendrai cet après-midi, mais en deux mots quand même, c'est important, parce que
Notre credo, c'est la participation des enfants. Il faut qu'ils puissent s'exprimer. Mais un enfant ne peut pas s'exprimer comme ça un beau matin en disant « je vais m'exprimer ». Il faut donc qu'il soit préparé s'il veut que sa voix soit écoutée et entendue. Donc vous verrez ce concours, je pense qu'il vous intéressera. Par ailleurs, vous le savez, l'UNICEF met en œuvre des programmes pour lutter contre la pauvreté infantile à l'échelle mondiale, notamment via ses programmes d'accès aux services de base et de protection sociale. C'est une de ses vocations, bien sûr. Et en même temps, l'UNICEF développe des analyses approfondies, des actions qu'on appelle de plaidoyer, vous connaissez bien ce mot, afin d'orienter les décisions politiques en faveur de l'enfance. Plusieurs experts de l'UNICEF sont ici présents pour nous faire part justement de cette expertise, et je veux déjà les en remercier vivement. Et parce que l'UNICEF a fait de la pauvreté infantile et de l'exclusion sociale une de ses priorités, il était essentiel pour nous de donner aux enfants et aux jeunes une plateforme pour qu'ils s'expriment sur cette question au travers de la consultation nationale des enfants de 6 à 18 ans, des enfants et des jeunes. Ce processus participatif, pour ceux qui ne le savent pas, nous le menons tous les 2 ans et il a permis à plus de 20 000 enfants, à chaque fois c'est autour de 20 000 d'ailleurs, 20 000 enfants et jeunes de faire entendre directement leur voix. Je tiens à remercier le centre Maurice Halbwachs, j'espère que je n'ai pas mal prononcé, ainsi que les chercheurs associés pour leur formidable travail d'analyse, vous le verrez dans un instant. Et le rapport de cette consultation, justement, il va être présenté par le sociologue Serge Pogam, qui est également membre de notre comité scientifique et qui va le présenter dans quelques minutes et j'aurai le plaisir de réagir à ces observations. Et je nous suggère vraiment de porter une attention particulière à ce que nous disent justement ces enfants et ces adolescents à travers cette consultation. Écoutons-les, ces enfants et ces jeunes, qui, eux, vivent cette pauvreté au quotidien. Ça n'est pas simplement des statistiques qui tombent de haut, c'est ce qu'ils vivent, leur ressenti au quotidien. À la fois, d'ailleurs, d'un point de vue, vous le verrez, matériel, mais pas seulement, aussi d'un point de vue psychologique et avec plein de conséquences qui en résultent. Et ils nous expliqueront aussi leurs ressentis, leurs besoins, leurs aspirations. Et vraiment, il nous faut, nous engager à intégrer ces perspectives dans nos actions. Car il ne sert à rien d'écouter les enfants si, dans les politiques publiques, il n'est pas sérieusement pris en compte ce qu'ils nous ont dit. Alors je pense à l'échelle nationale, bien sûr, et le ministre en a parlé, à l'importance de maintenir les engagements pris dans le pacte des solidarités 2023-2030, et nous y serons très vigilants sur justement le déroulement de ce pacte des solidarités. Mais bien sûr, je pense aussi à l'échelle locale, elle est fondamentale. Je pense qu'il y a des représentants des collectivités dans cette salle, élus ou représentants des services, parce que cette échelle locale, c'est la seule qui peut permettre une coordination de la lutte contre la pauvreté des enfants par un travail entre les services chargés des solidarités, de l'enfance, de la jeunesse, et puis bien sûr les associations partenaires. S'il n'y a pas cette coordination, il n'y aura pas d'action. Enfin, parce que le changement et l'élaboration des politiques publiques passent d'abord et avant tout par la nécessité d'avoir une vision extrêmement précise de ce dont on parle, c'est-à-dire une vision extrêmement précise de la réalité de la situation, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de l'Observatoire des droits de l'enfant en France, sur lequel nous travaillons depuis bientôt 2 ans. Cet observatoire, il a pour objectif de centraliser les principales données existantes, de les rassembler, parce qu'il en existe un peu partout, mais très disséminées. Donc l'idée, c'est de les rassembler. C'est aussi d'en mettre en évidence les manques, car il y a des manques, et puis bien sûr d'encourager la production de nouvelles données. C'est raté. Alors, vous allez pouvoir voir sur l'écran derrière moi le lien de connexion vers cette plateforme. Voilà. Encore une fois, là aussi, ce travail, il n'a pu être réalisé que grâce à la collaboration de nombreux partenaires publics, privés,
qui tous partagent la même envie de faire avancer les droits de l'enfant. Ces outils sont au service évidemment de toutes et tous et évidemment au service des enfants. Je vais m'arrêter là, j'ai été trop longue. Merci, mesdames et messieurs, chers amis, et faisons en sorte aujourd'hui, et plus tard bien sûr, que les droits de l'enfant ne soient pas seulement une belle déclaration ou une convention, mais bien une réalité tangible. Ensemble, nous le savons, et seulement ensemble, nous pouvons changer des vies, nous pouvons créer des opportunités et donner aux enfants l'espoir d'un présent et d'un avenir meilleur. Et je crois pouvoir dire que ces enfants, ils ne peuvent plus attendre. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci Adeline Hazan. Donner aux enfants l'espoir d'un présent et d'un avenir meilleur en soulignant l'importance de les écouter, c'est bien l'objectif de cette grande journée Hope. Et maintenant, nous avons le plaisir de recevoir une jeune femme au parcours remarquable, un modèle de résilience et de résistance. Alors qu'elle n'était encore qu'une toute jeune enfant, elle a quitté l'Algérie, accompagnée de sa mère et de son petit frère. Ils se sont retrouvés à Paris, logés à l'hôtel, tous les trois blottis dans une chambre d'à peine 9 mètres carrés, sans papier et sans réelle protection. C'est à ce moment-là que la réalisatrice Lisa Monin a rencontré la jeune femme. Elle a alors décidé de lui consacrer un reportage intitulé « Une chambre à elle ». Mesdames et messieurs, juste avant d'accueillir notre invitée, Rasha Ibtissam Djichergui, nous vous proposons de voir la bande-annonce de ce documentaire. C'est parti. J'ai toujours caché un truc. En fait, les 2 années qui viennent de passer, là, j'ai été hébergée par le 115. Donc c'est un centre d'hébergement d'urgence. Ouais. T'habites dans un grand appartement avec terrasse et vue sur la Tour Eiffel? Où ça? Dans quoi? Dans une petite chambre. Oui, d'accord, dans quoi? Dans un hôtel. Bonjour, vous êtes au 115 du Val-de-Marne, numéro d'appel gratuit pour les personnes sans abri. Ce sont 42 000 enfants qui sont hébergés aujourd'hui en France, dont 30 000 en hôtel, et on sait que ces conditions ne respectent pas les droits fondamentaux et la dignité de l'enfant. Un toit, c'est un droit. Dormir dehors tue, dormir dehors crée des traumatismes qui resteront. On est en seconde, on est censé être mature, à peu près. Tu vois, c'est rien. Voilà, un très très beau documentaire que nous vous recommandons vivement. Il est disponible au visionnage dès à présent sur l'excellente plateforme de France Télévisions. C'est le moment d'accueillir ensemble Rasha Ibtissam Djichergui. Bonjour Rasha, merci d'être présente. Je vous laisse le pupitre et on vous écoute. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, le mardi 19 novembre 2024, à la veille du 35e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, signée par la France, je me tiens devant vous. Car j'étais l'une de ces enfants qui avait peur de rentrer dans sa chambre du 115 en hébergement d'urgence. J'ai grandi en tant qu'enfant mal logé, vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Nous étions 3 dans seulement 9 mètres carrés. Un cadre de vie insalubre qui m'a marqué à vie. Durant plus de 3 ans de mal logement, j'ai eu peur d'être agressée par des personnes alcoolisées et droguées. Durant plus de 3 ans de mal-logement, ma vie a basculé. Le mal-logement est un traumatisme profond et durable. Mais malgré ces difficultés précaires,
J'ai réussi à avoir mon brevet avec mention très bien. Plus tard, au lycée, quand j'étais en seconde, j'ai décidé de fonder l'association Aucun élève sans toit, qui fête en ce mois de novembre ses 10 mois. Nous l'avons fait avec mes camarades pour aider nos autres camarades confrontés à des situations de sans-abrisme. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir fait de mon traumatisme une force. Chaque jour, 42 000 enfants recensés grandissent dans des conditions de mal-logement, privés du droit fondamental, celui d'un logement digne, qui est pourtant le premier pas vers leur avenir. Chaque jour, ces enfants rêvent de cette clé, qui n'est pas un simple bout de métal qui ouvre une porte, c'est l'espoir d'une porte qui pourrait s'ouvrir sur une chambre à elle ou une chambre à lui. C'est le droit de retrouver un toit, un lieu où l'on n'est pas seul, où l'on peut enfin être une enfant et pas qu'une ombre dans la rue. Ces enfants sont exposés à l'insalubrité, à l'instabilité et à l'insécurité. Privés d'un domicile digne, ils sont confrontés à des risques de santé, d'échecs scolaires et de troubles psychologiques. Leurs rêves et leur avenir sont constamment fragilisés. Le mal-logement est le fardeau de milliers d'enfants dont les familles sont victimes de difficultés administratives et financières. Le mal-logement est une réalité qui touche 42 000 enfants chaque jour, souvent dans l'indifférence générale. Pourtant, chacun d'entre nous, en tant que citoyen, citoyenne, a un rôle à jouer pour lutter contre cette injustice. Il ne s'agit pas seulement de garantir un toit, mais de préserver la dignité humaine, d'offrir à chacun la possibilité de vivre dans des conditions décentes. La société dans son ensemble doit se mobiliser, car le mal-logement n'est pas qu'un problème individuel, c'est un drame collectif. Il est de notre responsabilité de nous engager, d'agir concrètement pour que chaque personne, chaque famille puisse accéder à un logement stable et durable. L'indifférence est une forme de complicité, et ensemble, nous pouvons changer les choses. La solidarité et l'engagement de chacun peuvent faire toute la différence et offrir un avenir plus juste pour ceux qui vivent dans l'ombre du mal-logement. Mesdames et messieurs, membres du gouvernement, mesdames et messieurs, élus de la République, mesdames et messieurs les parlementaires, il est crucial que l'État et que les autorités protègent les enfants en mobilisant les moyens nécessaires pour des solutions de logement dignes et pérennes. Un logement digne n'est pas un luxe, c'est un droit inconditionnel. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier quelques personnes qui m'ont accompagnée durant mon parcours. Tout d'abord, merci à toi, maman, pour ta force et ton amour. Malgré les épreuves, tu nous as enseigné à ne jamais perdre espoir. Tu as été une véritable source de courage et d'inspiration. Merci du fond du cœur à ma famille pour votre soutien sans faille. Votre amour, votre présence m'ont donné la force de surmonter chaque obstacle. Je tiens à remercier l'équipe éducative de mon ancien collège Henri Vallon, à Ivry-sur-Seine, le réseau Éducation sans frontières et le collectif ivrien des enfants sans toit, pour leur engagement contre le sans-abrisme et leur soutien auprès des plus vulnérables. Je remercie ce pays, la France, qui m'a accueilli les bras ouverts, qui m'a permis d'avoir une éducation digne. Pour finir, merci à l'UNICEF France pour cette invitation et pour l'opportunité qui m'a été donnée de m'exprimer sur un sujet qui me touche profondément. By Hope. Merci.
crois qu'on est tous absolument bouleversés par vos mots. Merci, c'était vraiment un discours poignant. Peut-être que vous voulez réagir, Adeline ? Eh bien, d'abord, bravo, Racha. Et je crois que, comme tout le monde ici dans cette salle, on ne peut que rester sans voix par rapport à ce témoignage et avoir envie justement de l'applaudir encore et encore. Parce que d'abord, ce qu'elle décrit, 3 ans dans une chambre de 9 mètres carrés à 3 dans la chambre, c'est quelque chose qui ne devrait jamais arriver, c'est insupportable. Elle montre bien en quoi c'est pas un plus d'avoir un logement, en quoi c'est un droit fondamental, et elle montre bien également comment ne pas avoir de logement, c'est pas seulement ne pas avoir de logement, c'est justement plein de conséquences sur tout le reste, sur les études, sur la santé, sur la sociabilité. Et c'est ce que justement on va montrer tout au long de la journée. Et puis elle montre aussi, ça m'a frappé, elle montre aussi à quel point justement sortir de cette situation, ça a été un ensemble, une association de forces, c'est-à-dire très beau, évidemment, très belle déclaration d'amour à sa maman qui a été... Qu'on salue, qui est là. Elle est dans la salle, on l'a rencontrée. Bravo à vous, madame. Et votre petit frère aussi qui est présent. Et sa maman n'a jamais, Rachel le dit très bien, n'a jamais baissé les bras, n'a jamais lâché. Et c'est grâce à votre énergie, madame, que la famille s'en est sortie, a réussi à obtenir un logement. Mais Racha, justement, félicite aussi ses enseignants, tous les travailleurs sociaux qui se sont groupés pour faire en sorte que cette situation trouve une solution. Donc là aussi, ça montre vraiment, et je le disais tout à l'heure, que la lutte contre le sans-logement, la lutte contre la pauvreté infantile, c'est pas un seul corps qui doit le prendre en charge, c'est l'affaire de tous, que ce soit les autorités, mais aussi la société civile, les citoyens. En tout cas, merci Racha, et puis merci pour vraiment la virtuosité et l'adresse avec laquelle elle a pu parler devant nous. Une virtuosité, une adresse que vous allez pouvoir encore utiliser aujourd'hui, puisque vous serez à l'Assemblée nationale tout à l'heure afin de sensibiliser les représentants de la nation sur ce sujet crucial, donc du mal-logement et de la jeunesse. Je pense qu'on peut applaudir à nouveau Racha Ibtissam Jishervi. Merci beaucoup Racha, merci infiniment. Merci. Adeline, c'est le moment d'avoir un échange avec la personne qui a dirigé la consultation nationale sur la pauvreté que l'UNICEF a rendue publique ce matin. Il est expert en sociologie de la pauvreté et de la précarité et il cumule les fonctions. Il est directeur d'études à l'EHESS, directeur de recherche CNRS. Il est également directeur adjoint du centre Maurice Alvarch et membre du comité scientifique de l'UNICEF France. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Serge Pogam. Bienvenue à vous, Serge. Je vous propose tous les deux de prendre place et puis on va faire le tour. Enfin, on va essayer de se montrer concis parce qu'on ne peut pas tout dire, mais de vous en dire plus concernant cette consultation nationale. Donc merci Serge Pogam d'être parmi nous ce matin. L'idée, donc, c'est de mettre en valeur les faits les plus saillants révélés par cette consultation auprès des 6-18 ans. Je vous rappelle, chers amis du public, que cette consultation donc, est rendue publique depuis ce matin. Vous pouvez donc la retrouver très facilement en vous connectant sur le site de l'UNICEF France. Serge Pogam, pouvez-vous nous décrire la méthodologie que vous avez suivie pour mener à bien cette consultation? Combien de personnes ont été interrogées? Quel type de profil? Et surtout, pour quels objectifs? Merci beaucoup pour cette invitation. Et donc, je voulais rappeler effectivement que cette consultation représente un grand enjeu. D'abord, un enjeu empirique, parce qu'il s'agit, comme vous l'avez bien compris, de combler des manques d'informations, des manques de données. La statistique publique ne permet pas
d'enquêter directement auprès des enfants. Et donc l'UNICEF fait un effort tous les 2 ans justement pour recueillir des expériences vécues de tous ces enfants et ces adolescents de 6 à 18 ans. Et je dirais qu'il y a aussi, à travers ces consultations, un enjeu théorique, parce que la pauvreté et l'exclusion, on la connaît à travers l'expérience des adultes. Ça fait plusieurs années qu'on étudie les mécanismes de ce que j'appelle, moi, la disqualification sociale, du processus de disqualification sociale. Or, ce processus, on n'en connaît pas finalement beaucoup les logiques, les dimensions structurelles à propos des enfants. Donc, il faut essayer, à travers cette consultation, c'est ça l'objectif, de combler aussi ce manque de connaissances sur le plan des mécanismes qui sont à l'œuvre dans ce processus chez les enfants. Alors, s'il s'agit d'une consultation importante, 145 questions qui sont adressées aux enfants, plus de 20 000 enfants consultés, on l'a dit, beaucoup de partenariats avec des collectivités, donc 151 villes amies des enfants. Tout cela est important et je voudrais indiquer aussi un point important parce que l'UNICEF a fait des efforts cette année, tout particulièrement pour atteindre des enfants que l'on n'a souvent des difficultés à atteindre dans les enquêtes. On a fait beaucoup d'efforts pour que les quartiers de la politique de la ville soient bien pris en compte. Donc on a un échantillon suffisant pour analyser de façon très précise qui sont ces enfants et comment ils vivent dans ces quartiers de la politique de la ville. Et un effort aussi a été fait auprès des enfants qui vivent dans des foyers, dans les foyers de l'enfance, qui vivent dans des hôtels sociaux, qui vivent dans des institutions et qui, là aussi, sont souvent totalement oubliés de la statistique publique. Alors, je voudrais ici insister sur la dimension sur le cadre analytique de cette analyse. Parce que pour étudier le mécanisme de la pauvreté et de l'exclusion des enfants, il faut un cadre. De quoi parle-t-on? Et donc, dans cette consultation, on a mis en avant, à travers les questions posées, mais aussi à travers les analyses, 3 dimensions structurelles, 3 facteurs qui sont importants. Alors, quand on étudie la pauvreté sous la forme d'un processus de disqualification sociale, on insiste généralement sur la question du déficit de protection et sur le déni de reconnaissance. Ce sont des dimensions qui accompagnent le processus et qui renforcent ce processus de disqualification sociale. Alors, la question est de savoir, est-ce que ça existe aussi et sous quelle forme chez les enfants? Et donc, vous avez à l'écran ce triptyque de l'exclusion des enfants. Donc, tout d'abord, les privations matérielles. Les privations matérielles, c'est une dimension qui est facilement objectivable. Ça renvoie à l'avoir, au manque et donc à la question des normes sociales par rapport auxquelles on éprouve ces privations. Et alors, mais il faut prendre en compte aussi d'autres dimensions, notamment la dimension du déficit de protection et la question du rejet social. Donc 3 dimensions structurelles. Et ces 2 autres dimensions, elles sont déjà beaucoup plus difficiles à apprécier, parce que ça relève non plus de l'avoir, mais de l'être, c'est-à-dire de ce que la personne ressent dans son corps, dans son être profond. Et donc, les enfants, à travers cette consultation, ont pu exprimer ce qu'ils éprouvent. Et ça fait partie de la réalité de l'exclusion. C'est pas quelque chose qui, parce que c'est subjectif, n'a pas d'importance. Au contraire, il faut prendre en compte ces mécanismes. Ça complète l'analyse de la pauvreté, ça permet de comprendre la logique de l'exclusion. Alors, quand on parle des privations matérielles, de quoi parle-t-on généralement? Donc, il faut analyser ces 3 dimensions, si vous voulez, l'une après l'autre. À travers les privations matérielles, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. De quoi parle-t-on? On a un certain nombre de critères objectifs dans la consultation, comme le fait de ne pas avoir suffisamment de place pour toute la famille. On vient d'avoir un témoignage, celui de Racha, qui a vécu pendant plusieurs mois, plusieurs années, dans 9 mètres carrés. Donc, on voit ici donc, que l'on peut avoir cette information statistique. Donc, à partir de combien d'enfants vivent dans des situations analogues.
ne pas avoir suffisamment de jouets, pas avoir au moins 2 paires de chaussures, avoir des vêtements en bon état. Voilà des critères objectifs, mesurables. Et donc, quand on fait l'analyse, lorsqu'on prend en compte les enfants qui ont au moins une privation sur ces 4 critères, on arrive à 16,2% de la population des enfants. C'est un chiffre déjà éloquent. Mais diapo suivante, ces privations sont aussi corrélées à d'autres privations. Au centre, on met les privations matérielles qui sont objectivables, je l'ai dit, mais elles sont corrélées aussi à des privations d'accès au savoir. 25,7% des enfants ont des difficultés d'accéder au savoir. Des privations matérielles, on en a parlé, le ministre a repris ce chiffre donc de 23% donc des enfants qui sont en situation de privation matérielle et donc qui sont confrontés à un risque de santé majeur. Des privations également d'activités culturelles, donc c'est les activités extrascolaires dont on sait qu'elles sont essentielles pour l'épanouissement des enfants, la privation de sociabilité amicale, comment accueillir des enfants, des amis à la maison quand on sait que on vit dans un logement précaire. Donc toutes ces dimensions finalement sont corrélées aux privations matérielles et ce sont des chiffres qui sont éloquents. Ensuite, comment définir diapo suivante s'il vous plaît, le déficit de protection? Comment définir ce mécanisme? Alors, il renvoie bien sûr à la question des liens, des supports que l'enfant peut obtenir dans sa famille, auprès de ses pairs, auprès de ses amis, dans son entourage, à l'école évidemment. Et qu'est-ce que nous apprend? Alors, quand on a une batterie donc, de critères, on a 11 critères qui ont permis justement d'identifier, d'approfondir ce mécanisme du déficit de protection. Bon, on a près de 20% des enfants qui ont le sentiment d'insécurité dans leur quartier. Alors, un chiffre tout à fait éloquent, c'est en rouge, vous le verrez, à l'école, des enfants qui n'ont pas d'adultes à qui se confier en cas de tristesse ou d'angoisse. On a 35,7% des enfants qui disent cela. Ça, c'est énorme. Hein. Ce qui est tout de même impressionnant. Et donc, c'est aussi le sentiment de ne pas trouver dans sa famille, auprès de ses proches, le soutien moral, le soutien matériel, et tout cela, ça donne aux enfants le sentiment de ne pas avoir de support pour pouvoir se sentir véritablement à l'aise et pour s'épanouir dans la vie. Et puis, alors, bien sûr, on voit aussi l'importance des violences subies par d'autres enfants ou adolescents, mais aussi des violences subies parfois par des adultes. Donc voilà toute une dimension qui est fortement corrélée aux privations matérielles. Enfin, diapo suivante, les mécanismes du rejet social. Le rejet social, c'est quoi? C'est finalement le déni de reconnaissance, c'est le sentiment de ne pas trouver sa place dans la société, de ne pas être respecté. Et donc, quand on voit que, par exemple, ça renvoie bien sûr à la question des discriminations, des enfants qui ont le sentiment de ne pas être respectés en raison de leur origine culturelle, religieuse, de leur physique, c'est 16% de la consultation. C'est tout à fait important. Un autre critère important, c'est le sentiment de ne pas avoir ses droits respectés dans son quartier. 16% des enfants disent cela. Pas de respect de son avis ou idée par les adultes à l'école, là on a 25%. Donc c'est des chiffres qui sont éloquents, et donc quand on prend un critère comme celui qu'on a retenu, au moins 3 questions oui à l'ensemble de ces critères, on arrive à 11% de la population dont on peut estimer des enfants et adolescents qui connaissent ce phénomène, ce processus du rejet social. Donc on a 3 dimensions structurelles: privation matérielle, déficit de protection, rejet social. C'est un mécanisme qui fonctionne dans le sens de l'aggravation du processus. Alors, on a donc des cumuls très significatifs entre les 3 facteurs de ce triptyque, entre les 3 dimensions du triptyque. Une fois qu'on contrôle, c'est la diapo suivante s'il vous plaît, une fois qu'on contrôle le sexe, l'âge, le type de famille, le lieu et le type de résidence, on voit que les enfants ou adolescents en situation de privation matérielle ont 2,7 fois plus de risque de faire l'expérience d'un déficit de protection et 2,5 fois plus de risque de faire l'expérience d'un rejet social.
Et donc les enfants, alors là c'est aussi un chiffre impressionnant en termes de rapport de risque, les enfants ou adolescents qui font l'expérience d'un déficit de protection ont 9,5 fois plus de risques de faire l'expérience d'un rejet social. Donc vous l'avez compris, il y a donc de très très fortes corrélations entre ces trois dimensions. Alors qui sont les enfants ou adolescents, diapo suivante, confrontés à un risque élevé de cumul? La consultation permet aussi d'apprécier cette question. Et donc on voit, on en a parlé tout à l'heure, le ministre l'a souligné, les enfants ou adolescents qui vivent en famille monoparentale. Je vous donnerai quelques éléments. Les enfants aussi ou adolescents qui résident dans les quartiers de la politique de la ville. Et enfin, les enfants et adolescents qui sont hébergés ou vivant en institution. Reprenons ces trois populations, ces trois catégories exposées à un risque de cumul fort. Tout d'abord, vivre en famille monoparentale. Une fois qu'on contrôle le sexe, l'âge, le lieu, le type de résidence, on constate que ces enfants qui vivent en famille monoparentale ont 1,7 fois plus de risques d'être en situation de privation matérielle. Donc, une pauvreté, ça on le savait, une pauvreté matérielle qui est nettement visible. Mais on a aussi, une fois qu'on contrôle les variables comme le sexe, l'âge, le lieu et le type de résidence, et que l'on rajoute la privation matérielle, on s'aperçoit qu'il y a 1,8 fois plus de risque de faire l'expérience d'un déficit de protection. Là encore, être en famille monoparentale, c'est un risque élevé de connaître ce processus de cumul. Deuxième groupe particulièrement exposé à ce cumul, c'est le fait de résider dans un quartier de la politique de la ville. Là aussi, on s'aperçoit que le quartier peut parfois être un lieu dans lequel on va retrouver des supports pour pouvoir résister à la pauvreté au quotidien, mais il faut quand même souligner qu'une fois qu'on contrôle toutes ces variables qu'on a pris en compte à chaque fois, il y a 1,3 fois plus de risque d'être en situation de privation matérielle quand on vit dans ce type de quartier. Et on a aussi, en rajoutant donc là encore la privation matérielle à ces variables de contrôle, on a 1,3 fois plus de risque de faire l'expérience d'un déficit de protection. Enfin, pour finir, alors on pourrait rajouter, diapo suivante, aussi qu'une fois qu'on contrôle encore toutes ces variables, qu'on rajoute le déficit de protection et les discriminations vécues, on a 2 fois plus de risque d'éprouver le sentiment que ces droits ne sont pas respectés. Dans ces quartiers, les enfants font l'expérience d'un déni de citoyenneté. Ils ont le sentiment qu'on ne respecte pas ce qu'ils sont discriminés, qu'ils sont déjà potentiellement des citoyens de seconde zone. Ils le vivent dès l'enfance. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Enfin, dernier point, diapo suivante, s'il vous plaît, être hébergé ou vivre dans une institution, ça concerne un nombre important d'enfants, on le sait, et donc on s'aperçoit que ces enfants, ils ont un risque majeur de se retrouver en situation de privation matérielle, 5,2 fois plus de risques. Et ils ont aussi, on le voit, c'est des difficultés pour accéder au savoir, pour pouvoir s'exprimer comme il le faut à l'école, pouvoir s'épanouir dans le cadre scolaire, 4 fois plus de risques d'être privé d'accès au savoir. Être hébergé, diapo suivante, être hébergé ou vivre en institution, c'est 1,5 fois plus de risque de faire l'expérience d'un déficit de protection, 2,5 fois plus de risque de faire l'expérience d'un rejet social. Donc on a là, si vous voulez, des catégories de jeunes, des catégories d'enfants et d'adolescents qui sont particulièrement exposés. Moi, il m'a semblé, si vous voulez, que le message qu'il fallait retenir, c'est que dans l'enfance, on voit finalement ce mécanisme agir, ce mécanisme se développer. On sait qu'il se développe à l'âge adulte, mais on voit également qu'il trouve son origine dans les modes de socialisation. La socialisation des enfants, c'est le moment où on apprend
on apprend, on fait tous les apprentissages de la vie, on apprend beaucoup de choses de la vie à l'école, dans les cercles d'amis, dans la famille. On a besoin de support, on a besoin de trouver sa place. Or, des enfants sont justement en situation d'exclusion parce qu'ils ne trouvent pas dans les liens sociaux qui sont essentiels tout au long du processus de socialisation, ils ne trouvent pas ce dont ils ont besoin pour se construire, pour s'épanouir. Et c'est ça, il faut justement comprendre les mécanismes par lesquels s'aggrave ce processus d'exclusion à l'œuvre dès l'enfance. Et c'est le message essentiel que je crois qu'on peut tirer de cette consultation. Et je remercie vraiment tous ceux qui ont participé à cette consultation, tous les enfants qui y ont participé, mais aussi tous les adultes qui ont accompagné ces enfants dans ce processus. Je les remercie vraiment parce que ce sont des données précieuses à partir desquelles on va pouvoir, je l'espère, agir pour justement trouver des solutions à ce terrible phénomène qui se développe dès l'enfance. Il a réussi à nous faire passer énormément d'informations en un temps record. On peut applaudir Serge Pogam. Merci infiniment pour cette présentation. Adeline, qu'est-ce qui vous interpelle, vous, dans les résultats de cette consultation nationale ? Beaucoup de choses, mais je ne vais pas faire plus long que Serge, évidemment. Beaucoup de choses. D'abord, je voudrais redire un mot, Serge Pogam l'a bien dit, mais sur la méthodologie. C'est-à-dire que, loin de statistiques qui viennent du haut, on est allé chercher, grâce à vous et vos équipes, on a pu aller chercher au plus près de ces enfants, et pas seulement les enfants dans les écoles ou dans leur famille, mais justement les enfants les plus éloignés, c'est-à-dire les enfants hébergés, les enfants dans des centres d'hébergement. On a pu comprendre ce qu'ils pensaient, et pas seulement la statistique, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de statistique, on parle de ressenti. Et c'est ça qui va permettre d'aller plus loin et de faire des propositions pour l'élaboration d'un certain nombre de politiques publiques. Ce qui m'inquiète évidemment, même si on le pressentait, c'est que la pauvreté des enfants, elle augmente. On est en France quand même, dans un pays riche, et la pauvreté des enfants, elle augmente. Elle augmente pas seulement dans d'autres pays moins avancés, elle augmente en France. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qui doit nous alerter. Et puis je dirais que la troisième chose qui m'a vraiment alerté, c'est que c'est pas simplement ne pas avoir suffisamment d'argent de poche, ne pas avoir même suffisamment de nourriture, ne pas prendre 3 repas par jour, ce qui est déjà grave, hein. Mais c'est pas seulement ça, c'est que ça, déjà, ça induit, et c'est ça qui, moi, m'a fait vraiment qui m'inquiète le plus, un rejet social. Ça veut dire que des enfants qui, déjà, sont privés matériellement, mais en plus, ils se sentent non seulement pas protégés par la société, pas protégés par le corps enseignant, les éducateurs, etc., mais en plus faire l'objet d'une stigmatisation et d'un rejet social vis-à-vis de leur autre... Pas seulement vis-à-vis des adultes, déjà, ce qui serait très grave, mais vis-à-vis de leurs camarades, parce qu'on le comprend bien, comment on invite des camarades à un goûter quand on vit dans un centre d'hébergement ou dans un hôtel. Donc tout ça, c'est un peu un cercle, justement, infernal, qui fait qu'une privation matérielle, ça n'est pas seulement une privation matérielle, et une fois de plus, c'est déjà grave, hein, loin de moi l'idée de minimiser, mais c'est pas seulement ça, c'est tout un processus qui se met à l'œuvre pour exclure ces enfants qui ne se... Et quand on sait, parce que c'est d'autres études, mais on les connaît tous, qu'un enfant vivant en situation de pauvreté a bien plus de risques de devenir un adulte en situation de pauvreté, c'est vrai qu'on se dit maintenant il est temps d'agir. On peut on peut pas accepter ça, évidemment. Le temps nous file entre les doigts, mais malgré tout, ce serait intéressant d'avoir quand même quelques recommandations, puisqu'il y a des solutions. Vous pouvez en préconiser quelques-unes pour nous ? Nous, ce qu'on préconise, parce qu'évidemment, cette consultation, c'est un constat, une analyse, mais à partir de ça, évidemment, nous voulons faire un certain nombre de propositions. Donc déjà, la première proposition, c'est d'interpeller le gouvernement
en lui demandant de faire de la pauvreté, de la lutte contre la pauvreté infantile, un objectif prioritaire. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, je l'ai un peu dit dans le discours, c'est de savoir de quoi on parle et donc de mesurer bien les données de cette pauvreté infantile pour pouvoir justement lutter de façon plus ciblée sur cette pauvreté. Ça doit être vraiment ça, la boussole de l'action publique. On a vu, même si là aussi on le savait un peu, mais enfin là ça prend des proportions importantes, que le fait pour un enfant de vivre en famille monoparentale, souvent ce sont des mères, augmente évidemment les risques de ce cumul de handicap. Donc là aussi, on veut interpeller les décideurs publics sur leur demander une action plus ciblée vis-à-vis des familles monoparentales. Est-ce qu'il faut que ce soit par un travail plus global? Est-ce qu'il faut que ce soit par des allocations plus spécifiques? En tout cas, que soit prise en compte qu'une action publique doit cibler encore davantage les familles monoparentales. Et puis, évidemment, on l'a dit, là aussi on s'en doutait, mais les quartiers prioritaires, là aussi, il faut qu'il y ait un travail presque, je dirais, de dentelle dans ces quartiers prioritaires pour que les enfants, déjà, soient repérés et qu'on arrive, là aussi, à cibler pour eux un certain nombre d'actions prioritaires. Et puis évidemment, vous avez parlé des violences intrafamiliales, des violences par les adultes, des violences entre enfants. Évidemment, là, les prendre en compte et là aussi parler, dire aux enfants qu'ils doivent parler, ça c'est tout à fait important, et prévoir justement un certain nombre de mesures pour organiser cette parole, ces groupes de parole, et donc en tenir compte pour, là aussi, proposer des mesures gouvernementales ou dans le cadre, évidemment, d'une coordination entre les collectivités. Cette fois, le sujet est pleinement lancé. Merci Adeline Hazan, merci Serge Pogam, merci pour cette étude. Je vous laisse regagner votre place. Donc une étude, une consultation extrêmement riche et éclairante. Pour consulter les résultats et les analyses de cette consultation, n'hésitez pas à scanner le QR code que vous voyez affiché à l'écran et partagez-le si besoin autour de vous. Continuons à explorer ensemble ce thème de la pauvreté multidimensionnelle. Deux grandes professionnelles vont compléter l'analyse et nous faire bénéficier de leur précieux éclairage. Je vais leur demander de venir me rejoindre sur scène. La première est psychologue, docteur en psychologie, membre du comité stratégique de santé mentale et de psychiatrie, présidente de la Fédération française des psychologues et de psychologie, Gladys Mondière. Elle est professeure des universités en sciences de l'éducation et membre du comité scientifique de l'UNICEF France, Valérie Becquet. On peut les applaudir toutes les deux. Bonjour mesdames. Installez-vous, prenez place. Voilà, il y a un micro, alors il faudra vous partager le micro. Ah, il y en a un là. Il est ici. Voilà, très bien, super. Donc merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Ma première question, elle s'adresse à vous deux. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ou surprise dans cette consultation? Peut-être Valérie, vous commencez, Valérie Becquet? Oui, bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation à participer à ce forum qui est effectivement un rendez-vous important. Alors, moi, je ne vais pas dire ce qui m'a marqué, mais plutôt ce qui m'a ravi, c'est-à-dire qu'effectivement, étant spécialiste des questions de participation des enfants et des jeunes, de voir des questions sur ce sujet qui sont posées, sur le sentiment d'être écouté, d'avoir des droits, etc. Et surtout, du coup, de documenter encore davantage une question. Comme l'a dit Serge Pogam, c'est une question qui est peu documentée.
C'est tout tombé, voilà. C'est les notes. C'est une question qui est peu documentée. On a besoin de données. On a d'autant plus besoin de données que souvent il y a beaucoup de discours sur les enfants et les jeunes, encore plus quand il s'agit de participation, des discours qui sont négatifs, disqualifiants. Et là, avoir des données supplémentaires, ça permet, voilà, d'éclairer bien mieux, d'éclairer, d'insister sur des éléments. Très bien. Alors, Gladys Mondière, vous êtes psychologue. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus sur les impacts de la pauvreté en termes de santé mentale pour les enfants ? Oui, peut-être juste un peu en amont, ce qui m'a aussi... ce qui vous a surprise. Oui, surprise, en tout cas intéressée. D'abord, c'est le nombre d'enfants qui se sont mobilisés pour répondre à ce très long questionnaire. 145 questions, c'est pas rien, oui. Même si c'était sous forme de livret, etc., accompagné. N'empêche qu'ils se sont mobilisés et je les ai imaginés, attentifs, concentrés, à vouloir bien répondre, à bien exprimer. Ça a été dit tout à l'heure, c'est du ressenti. On n'est pas dans les statistiques. Et ça m'a beaucoup touchée de les imaginer se poser pour parler et nous répondre et nous apporter toutes ces informations-là. Juste 3 chiffres, puisque c'est quand même une consultation avec des chiffres quand même, donc ceux qui concernent un peu mon champ. Quand même, celui qui est inquiétant, c'est 30% des adolescents qui disent avoir déjà pensé au suicide. Ça, on y reviendra un petit peu, mais c'est vraiment très inquiétant. Ça correspond à la littérature, hein, indépendamment de la pauvreté, mais c'est vraiment très inquiétant et inquiétant pour la prise en charge et la prise en charge de l'avenir. 36% ont dit avoir été tristes ou n'avoir plus goût à rien, 2 versants un petit peu qu'on pourra moduler. Mais aussi, et en tout cas ce que j'ai retenu et que j'ai trouvé surprenant, qui m'a quand même étonné, c'est que 90%, même si à l'école c'est un peu pondéré, d'une manière générale, 90% des enfants et des adolescents interrogés pensent qu'ils peuvent compter sur un adulte, majoritairement la famille. On l'a vu dans l'exposé de Racha quand même, sa mère a beaucoup compté. Bien sûr. Ils peuvent s'appuyer, ils peuvent compter sur la famille et ils ont l'impression qu'ils seront soutenus. Et ça, je trouve que c'est un sacré levier pour la suite. C'est même indispensable. Je reviens à vous dans un instant, Valérie Becquet. Peut-être justement donc face à ces chiffres qui sont très perturbants, hein, que faudrait-il mettre en place selon vous pour mieux comprendre et accompagner les enfants ? Il y a la pauvreté, comme ça a été dit, elle infuse plein de domaines et elle est cumulative et donc dans le quotidien des enfants. Donc forcément, ça va aussi influencer sur les questions de santé mentale. 50% ont dit qu'ils pouvaient être angoissés, stressés. Alors ça fait partie de la vie, je suis stressée. À l'instant. Mais pour autant, être stressé dans son quotidien, certains disent sont stressés et inquiets parce que ils ont peur de changer de logement, d'être dans un logement plus insalubre ou expulsé, être inquiet par manque d'argent. Donc tout ça influe l'enfant, ses capacités, l'empêche de se développer correctement, l'empêche de pouvoir apprendre, parce que c'est quand même pour pouvoir apprendre, Racha l'explique bien aussi, je trouve, même si elle en a fait une force, hein, quand même, c'est tout l'espoir. C'est le concept de la résilience, voilà, pour le coup. Qu'elle nous donne là, c'est pour pouvoir bien apprendre, il faut quand même pouvoir bien dormir, manger le minimum, avoir chaud, être dans un endroit un peu sécure. Donc oui, bien sûr, tout ça va amplifier les effets sur l'angoisse et sur des choses qui peuvent être de notre quotidien et pas forcément à être pris en charge de manière médicamenteuse ou médicale. Mais par contre, tout à l'heure, Madame Azon disait être écouté. Enfin, il y a une parole, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'écouter. C'est ça. Et quelqu'un à l'école en particulier, je pense que c'est vraiment le lieu
je pense que Racha aussi l'évoque, mais c'est le lieu où les enfants peuvent être écoutés et il manque cruellement quand même d'infirmiers de l'éducation nationale, de psychologues de l'éducation nationale. Donc cette attention mérite... Je ne suis pas sûre que les coupes budgétaires, malgré les annonces de notre ministre ce matin, aillent dans ce sens. C'est la préoccupation qui nous habite tous là en ce moment. Alors effectivement, vous parlez de ce moment de la scolarité qui est un moment très particulier. C'est d'abord une expérience sociale. Et donc, cette prise en compte de l'opinion des enfants, pouvoir les écouter, quel est l'enjeu en fait pour vous, Valérie Becquet, sur cette question-là ? Alors, je suis tellement stressée que j'ai fait la moitié de ma réponse tout à l'heure. Toutes les deux très stressées. Vous voyez, ça fait partie on le partage ensemble. Mais ça va faire écho avec ce qu'a dit Gladys, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est mis en évidence dans cette étude, c'est aussi une socialisation, Serge Pogam l'a dit, mais par le manque, par l'absence, par l'invisibilité, par le silence. Et comment on fait finalement pour revendiquer, prendre la parole, revendiquer, exiger, quand justement on a ces absences-là. C'est très difficile. C'est une question de dignité, vous direz ? Cette conversion, en fait, la socialisation politique, ça passe par une socialisation du potentiel, des opportunités, des horizons. Voilà, donc on est un peu dans une situation inverse et on voit dans les quartiers politiques de la ville ou dans l'aide sociale à l'enfance, etc. Ces personnes qui disent oui, vous dites que vous voulez nous écouter, mais on vous croit pas de toute façon parce que de toute façon on est pris déjà dans des parcours contraints. Voilà. Alors Macha, c'est une expérience qui permet justement de se dire que c'est possible. C'est toujours important de le considérer. Mais on voit bien que ces parcours, enfin, disons que leur expérience enfantine, adolescente, ça va laisser des traces dans leur parcours, parce que quand on travaille sur les parcours d'engagement, on voit bien que les primo-expériences, elles comptent. Ne pas être écouté à l'école, ça va laisser des traces dans cette idée de finalement, est-ce que ça va être possible plus tard ou pas, hein. Et c'est pas facile ensuite de renverser la tendance. Alors justement, l'un de vos sujets de prédilection, Valérie Becquet, c'est l'engagement des jeunes. C'est une thématique qui vous tient particulièrement à cœur. Alors, selon vous, où en est-on en France de la participation des enfants et des adolescents à la construction des politiques publiques qui les concernent ? Est-ce qu'on arrive vraiment à les... Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, moi je travaille sur ces questions depuis à peu près 25 ans. Il y a ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même une accélération, une multiplication, une intensification des discours sur la nécessité d'écouter, de faire participer, etc. Donc il y a plus de rapports, plus d'enquêtes, plus de discours, voilà. Cependant, au-delà de cette bonne volonté politique, on reste quand même sur des effets assez symboliques, c'est-à-dire que les mises en œuvre sont limitées, l'influence des enfants et des jeunes est limitée encore, et on sait pourquoi. En fait, on sait pourquoi, et c'est étrange de se dire que c'est toujours en fait les mêmes nœuds qui reviennent, qu'on constate, etc. Vous pouvez nous préciser justement quelques-uns de ces nœuds ? Alors, en fait, il y en a à peu près 4 qui vont faire écho justement aux enjeux de rejet, de protection évoqués et de privation évoqués par Serge Pogam. Le premier nœud, c'est la question des formats de participation, des démarches de participation, avec une tendance à privilégier parfois des démarches très formelles, qui sont excluantes pour une partie des jeunes, des enfants et des jeunes, en particulier les plus vulnérables. Elles sont pas très inclusives. Elles sont calquées sur des formats d'adultes et ne sont pas pensées pour des formats d'enfants. Hein, oui. Voilà. Donc cette question, elle est importante. Donc ça biaise complètement. Ça biaise. Les décideurs craignent de mettre en place parfois des dispositifs plus informels, plus ludiques, où il faut lâcher prise, laisser en fait les choses advenir, et donc ils veulent contrôler, encadrer, etc. Ça, c'est le premier problème. Deuxième élément, c'est la question de penser le rapport entre les enfants et les adultes. Alors on oscille entre un débat
débat sur l'adultocentrisme versus enfant roi. C'est un débat un peu superficiel, un peu binaire, qui n'apporte pas grand-chose, parce qu'en fait, la participation ou l'expression, c'est un jeu d'alliance, en fait. Hein. C'est pas l'un ou l'autre qui a... On n'est pas dans une lutte des places, on est finalement dans une volonté de faire alliance au nom d'un objectif, etc. Voilà. Donc il faut dépasser toutes ces caricatures. Ah oui, ce sont vraiment des choses à dépasser. Enfin, il y a des enjeux de compétences, c'est-à-dire tout à l'heure on a évoqué les concours d'éloquence. Donc effectivement, savoir parler à l'oral, etc., c'est important, sauf que c'est toujours les enfants qui doivent apprendre. C'est-à-dire que c'est sur eux, sur leurs épaules, qu'on fait peser le poids de la réussite des choses. C'est parce qu'ils ne savent pas parler correctement qu'ils ne sont pas écoutés. Vous voyez à peu près l'argumentation. D'accord. Il faudrait peut-être aussi se poser la question de la compétence des adultes. Ça, c'est un vrai chantier. Vous voulez dire ? Oui, sur des professionnels. C'est quoi le travail de jeunesse, le travail d'enfance, autour justement de l'accueil, de l'apparence, de la parole. Est-ce qu'on sait accueillir la parole des enfants telle qu'elle se dit ? De l'écoute, est-ce qu'on sait écouter et se taire en tant qu'adulte, se mettre en retrait en tant qu'adulte ? Et est-ce qu'on sait reconnaître la valeur des choses ? Moi, j'ai beaucoup entendu de moqueries sur oui, alors les enfants, ce qui les intéresse, c'est les frites à la cantine. Et les adultes étaient moqueurs. Quand on entend ça, on se dit qu'on a encore beaucoup de chemin. Il y a déjà une disqualification voilà. Là, hein, déjà. Voilà, exactement. Donc, peut-être aussi, il y a tout un chantier, à mon avis, sur la formation, l'éducation des adultes en parallèle des apprentissages pour les enfants, parce que c'est à eux aussi de prendre la responsabilité de cette réussite et de cette écoute. Éduquer les adultes à pouvoir écouter les enfants, ça doit vous interpeller, non, Gladys ? Oui, je pensais que les adultes s'intéressaient aussi aux frites à la cantine, au self. Mais oui, en tout cas, l'enjeu pour la santé mentale des enfants est essentiel, parce que c'est un pari pour l'avenir. Hein. C'est notre santé mentale à nous. Enfin, c'est celle des enfants. Bien et c'est vraiment très important de la considérer. Alors l'année prochaine, c'est, il paraît-il, la grande cause nationale, la santé mentale. Et les semaines d'information de santé mentale vont porter sur le lien social. J'espère que ça permettra un peu plus qu'une seule communication, mais une sensibilisation à la déstigmatisation, parce que les jeunes, quand ils disent qu'ils ont peur de parler, ils savent pas à qui parler, il n'y a pas forcément quelqu'un, ça coûte cher, c'est loin, et ils ont honte. C'est ça. S'ils ont honte, encore aujourd'hui, pour un grand nombre, puisqu'il y en a quand même 76% qui trouvent personne, qui ne parlent pas de leurs difficultés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays riche, comme disait Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que c'est bien plus choquant de se sentir pauvre dans un environnement, un contexte où les gens ont l'air d'aller très bien, et là, eh bien, on va cacher parce qu'on a honte, et donc ça devient un angle mort aussi des politiques publiques, etc., qui parfois peut-être aussi peuvent se dire c'est très bien parce qu'on a déjà tellement de chats à fouetter, alors que justement, est-ce que vous êtes d'accord toutes les deux pour dire que cette consultation et la manière dont elle a été menée peuvent véritablement être un outil très utile pour avancer, progresser? Moi, elle m'a passionnée. Véritablement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire, à la relire, même si les chiffres, c'est pas mon truc, mais justement, j'ai vraiment eu ce sentiment de ressenti. C'est ça, ça donne de la chair. Absolument. Ça donne un visage à cette souffrance. Et vous, Valérie ? Oui, moi je suis tout à fait d'accord, c'est important, mais à nouveau, faut pas que ça reste dans une boîte, c'est-à-dire que ça, alors souvent on parle du plafond de verre pour les inégalités, voilà. Et c'est exactement pareil pour la parole, la prise de la voix des enfants et des adolescents, c'est qu'à un moment ça bute sur quelque chose, il n'y a pas de résonance, il n'y a pas d'écho, et donc il faut répéter. Moi, ça fait 25 ans que je fais le perroquet.
mais ça vous va très bien, Valérie. Voilà, mais c'est vraiment ça, en fait, c'est constamment répéter l'importance de ces droits. Il y a des textes, ils sont présents. Il y a chaque année un anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il faut s'en saisir. Mais c'est tous les jours, en fait, qu'il faut en parler et y aller, en fait, s'engager, en fait. On est tous mobilisés ici pour faire chambre d'écho, on est bien d'accord ? Hein ? On est d'accord. On peut applaudir Valérie Becquet et Gladys Mondière. Merci beaucoup, mesdames. Pour faire renaître l'espoir dans l'esprit des jeunes qui se sentent exclus, il y a donc une chose à faire, elle est simple mais incontournable, il faut commencer par les écouter. C'est vraiment le message à retenir aujourd'hui, c'est notre message fil rouge. Je vous rappelle donc que cette consultation nationale est accessible via ce QR code. N'hésitez pas à le faire circuler tout autour de vous, c'est une consultation qui est vraiment essentielle si on veut progresser et faire en sorte donc que ces résultats soient mieux connus et mieux compris. Pour conclure cette première session de la matinée, j'ai l'immense plaisir de laisser la scène à un invité exceptionnel, écrivain, économiste, auteur et académicien passionné par les enjeux sociaux et environnementaux. Il s'attache à rendre accessibles des sujets cruciaux, souvent complexes, mais qu'il parvient à rendre fascinants. Mesdames et messieurs, merci de réserver votre plus bel accueil à Éric Orsena. Bonjour Éric. Vous préférez faire là ? Vous préférez ici sur le fauteuil ? Oui. Eh bien, installez-vous et on vous écoute. À quoi sert un écrivain ? Question peut se poser. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai voulu être écrivain. Parce que je voulais être reporter. Je voulais être Tintin. Alors, l'âge venu, je suis devenu Tintin avec un côté tournesol. Reporter. C'est-à-dire voir comment ça se passe ailleurs. Beaucoup plus passionné par la vie des autres que sa vie à soi. Reporter pour le meilleur et reporter pour le pire. Et il y a quelques années, j'ai été reporter pour l'UNICEF. Dans des endroits où il est très difficile d'aller maintenant. C'est mon cher Ouest africain, mon autre patrie qui est le Mali et le Niger. Reporter. Alors, je vais vous donner rapidement une expérience. D'abord, savoir. Moi, il se trouve que j'ai continué à être prof d'économie, économie des matières premières. Et puis là, les hasards venus, j'ai été élu à l'Académie française, je suis un ambassadeur de Pasteur, et donc j'aime la connaissance. Alors même si de l'autre côté de l'Atlantique, on est en train de nommer un ministre de la Santé anti-vax, moi j'aime la connaissance. Donc, Monsieur Pogam, je vous dis mon immense respect et ma profonde gratitude, vous et toute votre équipe. Car rien ne peut se faire sans connaissance. D'autant plus, comme vous l'avez très bien dit, qu'il y a des angles morts, qui sont les enfants de la honte. On ne veut pas savoir. Maintenant, on sait. Et Racha, je voudrais aussi vous dire mon admiration, car vous avez rassemblé en 2 mots le cœur de l'affaire. L'indifférence est une complicité. Du fond du cœur, merci. Moi, je suis un enfant des mots, je suis construit par les mots, et je vous assure que je vous citerai à chaque fois avoir trouvé ça. Qu'est-ce que c'est l'indifférence ? L'indifférence. Vous savez, on dit la curiosité est un vilain défaut. Il n'y a pas de phrase plus stupide. Curiosité, ça vient du latin cura, qui veut dire prendre soin, comme dans cure, comme dans curatif. C'est l'indifférence. C'est-à-dire on s'en fout. Et quand on s'en fout, on est complice. Merci Racha. Alors la connaissance, vraiment,
voilà, comme on est maintenant, I pay tribute to Russia. Thank you, Russia. Yes. Vous voyez que même académicien, on peut parler de temps en temps anglais. Voilà. Et alors, la connaissance ne suffit pas. Il faut incarner. Je vais vous donner de l'expérience. Comme je suis prof de matières premières, depuis toujours, je travaille sur l'eau. J'ai fait 3 ans d'enquête dans le monde et j'ai fait un livre qui s'appelle L'avenir de l'eau. On m'a dit, c'est vraiment intéressant, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est exotique. Comme vous savez, la pauvreté en France, c'est exotique. La pauvreté des enfants, c'est exotique. Et bien, on voit en ce moment ce que ça donne. Et à ce moment-là, j'ai changé. Je me suis dit, comment incarner le savoir? Si vous incarnez pas, tout le monde s'en fout. C'est ça le drame un peu de la connaissance. Comment incarner? Alors, comment j'ai incarné? De façon simple, je suis passé de l'eau, qui est une matière, la plus essentielle des matières, aux rivières. Chacun a un lien avec une rivière, un fleuve. D'où l'idée de lancer, avec l'éducation nationale, un mouvement d'adopter sa rivière, par les classes de CM2. Incarner. Donc, je dis à Racha encore qu'il y a le film formidable. Si jamais elle fait un livre qui raconte, non seulement je l'aiderai à trouver un éditeur, mais si elle accepte, ça sera pour moi un immense honneur d'écrire la préface. Car vous êtes une chevalière du possible. Deuxième action. Rien n'est possible sans l'art. Parce que l'art, c'est l'émotion. La connaissance, c'est un petit élément. Il faut aller plus loin. Il faut se laisser emporter. Alors, ça tombe bien. 2025, c'est le 300e anniversaire des 4 saisons de Vivaldi. Magnifique. Et donc, vous savez ce qu'on dit avec le dérèglement climatique? On dit que c'est la 5e saison. Ah, ma bonne dame, il n'y a plus de saison. Eh bien, on n'a qu'à dire, s'il y a des saisons, et maintenant, 2025, c'est les 4 saisons des enfants. Troisièmement, et dernier, il se trouve que depuis toujours, je suis marin. J'ai commencé à naviguer en même temps que je commençais à écrire. Pour une raison très simple, c'est que sur l'eau, comme sur la page blanche, il n'y a pas de feuille, de route préétablie. Il faut avancer. Et il se trouve que le Vendée Globe est parti il y a une semaine, et je suis parrain de 2 des bateaux. Ces 2 bateaux ont été financés par une entreprise de cybersécurité. Et vous savez comment ils les ont appelés? Les 2 bateaux vulnérables. 1, vulnérable 2. Mais l'évidence m'est venue ce matin, qu'est-ce qu'il y a de plus vulnérable qu'un enfant? Et qu'est-ce qui ressemble le plus à un enfant? C'est un bateau qui va affronter l'océan. Je vous embrasse, à bientôt. Magnifique. Merci Eric. Voilà. Des mots très justes, une grande inspiration et puis surtout beaucoup d'espoir. Et puis des nouveaux arrangements et rendez-vous qui viennent d'être pris. Vraiment, ce forum est plein de surprises. Nous allons maintenant passer à une nouvelle séquence dédiée à la situation internationale. Et pour cela, je pense que certains d'entre vous vont devoir quitter la salle, d'autres vont venir nous rejoindre. Donc je vous laisse faire ces déplacements. Et puis ensuite, on se retrouve pour la situation internationale. À tout de suite.